Je pense que ma présentation sera un peu raccourcie, j'espère, parce qu'il y a des Tu choses as 2 minutes. Il y a des choses qui ont été déjà un peu dites, donc voilà, mes conflits d'intérêts. Et ça, je n'ai pas besoin de vous montrer beaucoup cette image. Vous connaissez maintenant hyper bien tout ce qui est la classification et les différents aspects cliniques. Mais là, c'est pour mettre en contexte ma présentation. C'est qu'on avait l'habitude de voir des patients avec différentes formes et l'arrivée des thérapies va changer surtout les formes qui sont plus extrêmes et donc les formes qui ont une attente très rapide ou qui ont des moments, des pertes des forces importantes. Et pendant la période intermédiaire, les patients assis qui ne bougent pas trop les bras, c'est moins évident. Et donc, c'est là où la prise en charge bascule et où on va devoir se poser beaucoup de questions. Et puis, effectivement aussi, dans le suivi de ces patients présymptomatiques qui sont traités avant de développer la maladie. Donc ça, c'était juste pour illustrer cette grosse différence qu'on a fait pendant beaucoup d'années entre les patients avec une forme classique et des types des amyotrophies spinales, soit type 1A ou 1B. Nous, on ne les séparait pas trop en France, puisque la prise en charge des types 1 et A et 1B était la même, c'est-à-dire c'était palliatif. Et par contre, les types 1C ou 1 bis, comme on appelait, comme Vincent a rappelé, et ils avaient une forme plus chronique et en fait, à un moment donné, la prise en charge était calquée sur ce qu'on faisait avec les types 2. Et on a aussi ces types 0, comme on a discuté. Et l'histoire des copies, comme vous voyez, qui sont le plus des copies, le moins précoce et moins sévère qui est au début la maladie. Et pour aussi mettre en contexte notre sujet, il faut dire qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de prise en charge. Et donc, en fait, les deux aspects fondamentaux des complications sont les complications respiratoires pour les formes qui avant étaient survivaient, donc les types 2, les types 3. Et donc, vous avez des patients qui partent des moins bien, mais qui ne vont pas aller si mal, et d'autres qui peut-être partent des mieux, comme ce type 3. Et vous voyez, sans prise en charge, ça n'arrive pas à tous, et heureusement, mais c'est possible d'avoir ces scolioses sévérissimes chez les types 1, 3. Et donc ça, c'est toute la question, c'est qu'on doit toujours penser que cette maladie amène à des déformations, amène à des problématiques, et on peut travailler en amont et au moins freiner, sinon éviter. Et donc, pour mettre aussi en perspective la prise en charge, on est bien placé à Garches pour parler un peu de la prise en charge de ces malades, puisque les développements des traitements de ces deux complications fondamentales ont été le sujet phare des mes anciens et du service de nos chers professeurs Duval, vos pères, qui a travaillé pour développer un outil permettant que ces enfants qui étaient mous puissent tenir assis, même debout avec des attelles. Et donc ensuite, toute la partie de la ventilation, ils ont appris beaucoup, comme vous savez, de tous les patients avec poliomyélite. Et donc tous ces développements au niveau des machines de ventilation, initialement le poumon d'acier, etc., ils sont petit à petit pu partir à domicile avec des machines, et toute cette façon de ventiler est toute une école. Et enfin, on aura après le docteur Miladi qui va parler des techniques chirurgicales, mais initialement, on était des techniques chirurgicales on était plutôt une fusion, et donc il fallait attendre jusqu'à la fin de la croissance pour pouvoir s'en occuper de ces enfants. Qu'est-ce qui se passe dans les années 2000-2010, et il faut quand même, avec l'identification de cette maladie grave génétique, il faut quand même donner des consensus. Il y a des consensus
internationaux, il y a aussi un consensus français qui a été mis pour essayer de faire vraiment que des enfants qui étaient sévères n'aient pas des trachéotomies parce qu'on voyait que c'était une catastrophe. Donc ça a permis quand même de limiter ce type de problème. Après, les avancements, les années après, on était, de mon point de vue, très important au niveau des traitements chirurgicaux de l'escoliose et ça a allégé quand même pas mal à partir de 2010 la vie de ces enfants. Et la date butoir qu'ils avaient et les familles de cette opération, ça continue à être un point important dans la prise en charge, mais c'est beaucoup moins stressant. Et enfin, en 2016, les thérapies innovantes qui ont tout changé et qui nous font se poser la question de cette prise en charge. Et heureusement, on peut parler déjà qu'on a produit un protocole national des diagnostics et des soins qui est très récent et qui reprend un petit peu des choses dont je vais parler. Donc, il ne faut pas croire que la prise en charge a changé. C'est juste que on doit regarder le patient, essayer toujours d'anticiper et les recettes sont à peu près les mêmes, sauf qu'il y a des patients qui vont bien évoluer, donc on n'a pas besoin d'utiliser des choses qu'on utilisait avant et de façon très proactive. D'autres choses, il faut les utiliser en proactif, donc on verra un peu. Donc, on a bien sûr tout ce qui est la rééducation, il y a la partie des rééducations motrices et pour éviter les déformations, l'utilisation des orthèses, des corsets. Et il y a toute la partie des développements thoracopulmonaires qui va devenir très important pour ces enfants qui sont traités très tôt parce que la faiblesse des muscles quand même, elle existe et c'est nécessaire de continuer à le travailler. Et on voit de plus en plus l'intérêt d'utiliser des activités en milieu aquatique et bien sûr de compenser leur capacité motrice avec des outils comme les suspensions ou des exosquelettes qui vont être développés bientôt. J'ai essayé de mettre des diapositives qui marquent un peu et qui font réfléchir et comprendre le travail qu'on fait. Et donc, vous voyez un enfant qui a la même âge d'un côté et de l'autre. Je ne sais pas si c'était pareil, mais la différence entre les deux, c'est qu'à droite, vous avez un garçon qui avait un précédent de la maladie dans la famille et qui s'était très mal passé. Et donc, l'autre, il ne connaît pas et peut-être il n'a pas eu une équipe éventuellement jusqu'au moment où on l'a vu qui avait travaillé sur la partie des rééducations respiratoires où la famille n'a pas adhéré au traitement. Donc, ça peut être les différentes choses. Le fait, c'est que cet enfant à droite, il a eu, depuis qu'il a eu le diagnostic, et des séances d'hyperinsufflation avec gaine abdominale. Et à l'époque où j'ai fait cette photo, il n'avait pas des ventilations. Par la suite, on a trouvé très intéressant de mettre cette ventilation puisqu'il ne gagnait pas du poids et il était quand même fragile, surtout au moment d'avoir des problèmes infectieux. Et ça a permis d'avoir un enfant jusqu'à l'arrivée des thérapies dans un très bon état, malgré le fait que c'était un type 2 très, 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 très sévère. Donc, j'ai mis ces 3 diapositives sur la partie orthopédique qui reprennent un peu mon effort pour essayer de démontrer l'intérêt des traitements qui ont fait tous les jours pour ces enfants et avec une perspective. Donc ça, c'est une série des patients type 1 bis dont je parlais tout à l'heure. Il y avait peut-être 2 qui étaient type 1 réels, qui ont été trachéotomisés malheureusement, mais la plupart de ces enfants et dans cette série qu'on a repris et ont eu une forme plus tardive et plus chronique. En tout cas, ils ont développé des scolioses en général. Nous avons à droite un homme qui était le patient idéal. Il était le fils d'une cette soignante et qui connaissait bien les effets que donne la maladie. Et donc, vous voyez que l'augmentation de l'angle de Cobb qu'on a obtenu sur cette série est relativement très, très limitée parce que si vous multipliez de 2,5 ou 3 pour 10 ans,
on se retrouve avec des scolioses qui ne sont pas terribles, hein, donc sont plus faciles, à une époque où il fallait attendre jusqu'à la fin, hein, de la croissance. Donc ça, c'est une révision pré-era thérapeutique. Et donc, mais le corset garchois, comme tout le monde connaît, c'est un outil, une orthèse qui est très utilisée, surtout sur les types 2. Et c'est des patients qui souvent vont montrer comment le garçon qui est couché sur le ventre, une insuffisance des muscles intercostaux quand il respire, surtout au niveau des parois costales inférieures. Et donc on sait qu'à ce niveau-là, il y a sûrement des paravertébraux qui sont faibles. Et vous voyez, dans la position assise, il a un peu d'effondrement. Et donc ces enfants, avant d'arriver le moment d'avoir une scoliose, nous à Garches, on a dans la ère pré-thérapeutique toujours essayé de corseter avant et les accompagner au cours de la croissance pour les amener à un moment où la chirurgie pouvait être faite et dans des conditions assez excellentes. Cet enfant, c'est un commentaire anecdotique, mais il est étranger, donc en fait il n'avait pas d'autres thérapies qui ont fait en France, et c'était à l'époque où il n'y avait pas des traitements thérapeutiques. Et une chose intéressante qui nous a montré l'étude qu'on a fait avec une série des types 2, qui était italien et français, et une révision, c'est qu'on a vu que le fait de mettre le corset avant l'apparition de l'escoliose, et notamment avant l'âge de 3 ans, faisait la différence. Et vous voyez la courbe d'évolution des deux... des deux... Donc ça, c'est les patients qui étaient corsetés tôt. Et ça, c'est la courbe d'évolution de l'angle des courbes des plus âgés. Quand les scolioses a une aggravation très importante, et ça on le voit dernièrement, c'est comme une épidémie après le Covid, avec les difficultés pour avoir traité ces enfants, ou parfois par exemple comme chez cet enfant qui a un type 3 qui évolue très rapidement et de façon très raide à l'époque où elle commence à être faible pour la marche. Donc on a des possibilités pour redresser le dos de façon conservatrice, et c'est les plâtres. Je ne vais pas parler, mais ça me paraissait très intéressant de vous montrer que le traitement des assouplissements du rachis a quand même un intérêt. Et sinon, on utilise ce type de traitements, ou pour les formes beaucoup plus graves, et en plus, on utilise des halotractions, et nos chirurgiens, ils sont très contents quand on le détracte pendant quelques temps. Des fois, pour ce patient, il a dû rester 6 mois. C'était à une époque, il y a beaucoup d'années, et on a fait une fusion pour lui. Mais vous voyez que sa vie a changé forcément. Donc là, je ne pouvais pas montrer une image sur les nouvelles instrumentations sans greffe, mais Milady l'autre fille Milady vous racontera plus. Mais ça nous a révolutionné le travail à Garches, parce que nous, on recevait beaucoup des patients qui étaient opérés avec un post-opératoire de la fusion spinale. Et après l'arrivée des nouveaux outils et des instrumentations sans greffe, et en fait, les patients ont beaucoup moins de difficultés à passer le cap, et au niveau respiratoire et au niveau de la récupération. Et c'est vrai que en plus on peut les opérer à une époque précoce. Donc si les scolioses sont graves, on peut prendre un remède plus rapide et plus efficace pour tenir cette courbe qui s'aggrave. Et les nouvelles thérapeutiques n'ont rien changé, parce que, et même je dirais, que ça font s'aggraver les scolioses chez certains de ces enfants. Et probablement, nous, on a vu au fur et à mesure qu'on faisait des injections de nusinersen qu'il y a des patients qui s'est dégradé, et peut-être c'est aussi une question des déséquilibres entre les muscles qui marchent bien et qui avaient des motoneurones qui étaient vivantes, et d'autres qui sont
qui sont perdus. Et donc, pour moi, le nouveau phénotype des patients amyotrophie spinale qui sont traités, c'est que les régions qui sont dépourvues des motoneurones ne vont pas avancer, tandis que les autres ils vont se renforcer. Donc ça peut faire qu'il y a une asymétrie de l'innervation. Et à fin de compte, c'est un sujet qu'il va falloir s'en occuper beaucoup, même en ère post-thérapeutique. Et donc, je montre ici le schéma qu'on a fait dans un consensus international en gris, et je mets en couleur les additions qui proposent notre façon de travailler en France grâce à l'existence de ces deux outils, d'une part les corsets et d'autre part l'instrumentation sans greffe. J'ai une petite partie finale de mon topo qui est pour vous mettre vraiment dans cette vie réelle et montrer quelques exemples. Mais vous voyez ici les courbes qui se séparent beaucoup quand on traite un enfant avec une thérapie génique. À l'occasion, c'est une thérapie génique dans cette image. Et rouge, c'est sans traiter, et bleu, c'est traité. Et donc, une autre chose, comme on a dit, mais je pense que cette image est très très parlante, c'est que la dénervation est tellement rapide dans les 3 premiers mois pour les formes type 1 que, et vous voyez, le nombre de motoneurones qui existent à la naissance et jour à jour, semaine à semaine, et sont perdus et très très rapidement. Et nous, quand on fait notre Webex, des fois, on le fait même sans attendre les 2 semaines qu'on doit discuter des dossiers, justement pour essayer d'avancer les traitements, pour essayer de couper cette dégénération hyper rapide. Et on pense qu'il y a effectivement une fenêtre thérapeutique qui est relativement étroite, et quand le patient il a des attentes vulvaires et respiratoires, et la perte, vous voyez, des motoneurones est telle qu'on ne peut pas s'attendre, même avec le meilleur traitement, que la récupération pourrait être intéressante. Donc, on a passé avec les thérapies, surtout pour les patients avec type 1, une approche palliative à une approche proactive. Et donc, qu'est-ce qu'on se pose comme question quand on a les thérapies? Ça sera discuté dans d'autres topos, mais c'est sûr qu'il ne faut pas que ça soit trop évolué, que la vitesse d'évolution, de progression des patients, c'est important pour l'attente qu'on a de l'espoir ou l'attente des réponses. Et dans les mesures de suivi, il faut identifier sûrement des tests ou suivre un temps suffisant pour évaluer la réponse. Mais en attendant tout ça, nous, on doit traiter les patients. Et donc, qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est cette survie des types SMA type 1. C'est le fait de réaliser une thérapie qui est passée à être proactive, c'est-à-dire qu'on est volontaire pour mettre des ventilations, pour promouvoir la croissance thoracique, sans attendre à que l'enfant ait besoin, avec des indications spécifiques d'une ventilation. Et on utilise des mesures préventives, et par exemple, comme on a pour les prématurés, des vaccinations, palivizumab, donc la prévention des VRS, les deux premières années de vie, et bien sûr d'autres choses qu'on fait habituellement avec des patients type 2 et avec encombrement. Donc pour la nutrition, on a parlé un peu avec Vincent, il a déjà développé un peu ça. C'est sûr que on va essayer qu'il soit vraiment bien nourri, et le traitement proactif des troubles de déglutition doit être à la base du traitement. C'est hyper important. Ils peuvent avoir un reflux qui va faire qu'on a des problèmes respiratoires surajoutés, et la constipation peut faire aussi que les enfants soient hospitalisés de façon répétée. Et c'est sûr qu'on a passé beaucoup plus volontairement à la gastrostomie. Avant, les gastrostomies étaient très rarement faites chez les enfants type 1. Et là, on a, avec nusinersen, toute une série de patients qui ont dû avoir ce traitement. Et les familles l'ont vraiment
accepté, même on posait la question souvent. Et pour la colonne et les articulations, j'ai déjà parlé, donc c'est un traitement préventif et proactif. J'ai quelques images d'un patient type 1A et un type 3, donc pour vous montrer un peu comment elle a été son évolution et l'intérêt donc c'est ce bébé qui avait une forme type A, 1A, et qui était très immobile. Quand on l'a mis dans le bain, on a vu qu'il avait des mouvements des 4 extrémités et actifs. Et c'était un enfant qui était allaité, qui n'avait pas des problèmes respiratoires. Et donc, il a été traité par nusinersen. Et comme j'ai dit, il a eu toutes les préventions possibles, et notamment pour le VRS. Et cet enfant, malheureusement, qui était allaité les 7-8 premiers mois de vie, s'est dégradé sur le plan de la déglutition. Il a eu une gastrostomie, mais vous voyez que 3 ans après, il a eu son corset, il conduit son fauteuil électrique. C'est un garçon qui a eu une progression motrice assez intéressante.